Pas l'Europe, comme le propose le président de la République française. Hollande. François Hollande, voilà. Eh bien, je pense que non, on ne les aura pas non plus vu le veto allemand à ce stade-ci. Est-ce que nous aurons les moyens au niveau des entités fédérées de se redresser économiquement? La réponse est non. Je prends un seul exemple. La Wallonie, on sait bien que son grand problème, c'est évidemment cette disparité économique entre la Flandre et la Wallonie. Or, si nous voulons avoir un État fédéral serein, il faut impérativement que la Wallonie se redresse. Les moyens accordés à la Wallonie dans le cadre de l'accord institutionnel vont être importants pendant 10 ans et puis ils vont être dégressifs. Donc ça veut dire que la Wallonie a 10 ans pour se relever. Or, le traité d'austérité va non seulement impliquer que la Wallonie présente des mesures d'économie drastiques supplémentaires, ça c'est un, en plus de ce qui va être proposé à la Flandre, à la Wallonie et à Bruxelles, c'est-à-dire de participer aux mesures d'austérité déjà prises aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Donc autant dire que si on vote ce traité, le redressement wallon, c'est important pour la stabilité du pays, qu'on soit wallon ou pas wallon. Le redressement wallon n'aura pas lieu. Ça c'est un. Deux, les communes vont être totalement impactées. Pourquoi? Mais parce que qui finance les communes? Bon, d'une part l'État fédéral, via les CPS, et d'autre part le fonds des communes. Le fonds flamand, le fonds wallon et le fonds bruxellois. Or, les communes sont aujourd'hui dans une situation très difficile parce qu'on leur confie sans arrêt de nouvelles missions. Or, on sait très très bien que si la région wallonne doit accepter les mesures d'austérité du traité européen, elle devra toucher au fonds des communes, évidemment. Et dans la règle SEC 95, qui est une règle d'imposition de mesures d'assainissement pour toutes les entités 1, 2, 3, il y aura des mesures linéaires d'économie que devront aussi réaliser les communes. En gros, pour prendre une idée, donner une idée, vous savez que dans une commune, vous avez un budget normal et un budget extraordinaire. Eh bien, la partie investissement, budget extraordinaire, risque d'être supprimée tout simplement. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans ce traité l'obligation que les investissements publics intègrent l'objectif d'assainissement budgétaire de 0,5% d'ici 2015. Si au moins on avait sorti les investissements en disant l'objectif d'assainissement du budget en tant que tel, ok, mais il peut encore avoir une partie de dette pour la relance économique. Eh bien non, c'est intégré. Donc les investissements sont intégrés dans l'obligation de l'exercice budgétaire d'assainissement. Pire, si jamais un État ne respecte pas ce traité à la lettre, la Cour européenne peut être saisie du non-respect du traité et une amende de 0,1% du budget peut être imposée tout de suite à l'État qui ne respecte pas. Payé dans les 7 jours. C'est à l'État. Non, à l'État. S'il n'a pas de sous, on lui met une amende quand il fait. Ah oui, mais c'est... Ce qui accélérera la division, c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Exactement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens en 2008 ont payé la crise. Ils l'ont payé une deuxième fois en 2010. Ils vont encore la payer une troisième fois en 2012 avec ce traité. C'est vraiment ignoble. C'est absolument ignoble. D'autant plus que la population n'est évidemment pas responsable de cette situation. La social-démocratie a laissé faire pendant des années. Elle a fermé les yeux complètement. Elle savait. Elle n'a rien dit. Nous ne parlons même pas des banquiers dans cette affaire. Et donc, ce que nous disons, c'est que nous ne croyons plus à la capacité du politique à mettre du poing sur la table. Nous ne pensons plus qu'il est encore en mesure de prendre véritablement des autres orientations plus fondamentales, plus progressistes, plus sociales, plus humaines. C'est-à-dire respecter l'être humain, tout simplement, qu'on soit de gauche ou de droite. Respecter l'être humain. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se lever, de dire non, ça suffit, comme nos voisins le font, si bien en Grèce, notre parti frère d'ailleurs, Syriza, est donné en tête dans les sondages en Grèce, c'est une très bonne nouvelle, et donc il faut se lever. Donc nous en appelons à une révolution citoyenne, démocratique, pacifique et paisible, parce que le grand soir, ce n'est pas notre truc, mais le changement de société radical, oui, nous y croyons fortement. Le problème, c'est que certains pays sont en marche, nous pas.
On n'est pas en marche parce que nous sommes encore dans un confort relatif qui fait que les gens sont évidemment inquiets sur le fait de savoir comment ils vont payer leur retraite pour leur voiture, pour rembourser leur maison, mais le mal, si je puis me permettre, est encore relatif par rapport à un certain nombre d'autres pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous devons informer, mobiliser, être pédagogiques, faire comprendre aux gens qu'il est temps de se soulever. Et si nous ne le faisons pas, nous passons à côté, évidemment, d'une capacité de changer le système de l'intérieur, je le répète, de manière démocratique, respectueuse et pacifique. C'est très important parce que nous pourrions très facilement être la Grèce demain. Ça pourrait d'ailleurs être la semaine prochaine. Hein. Il suffirait, si vous voulez, qu'on active la garantie d'État d'Exia pour qu'on soit la Grèce demain. C'est-à-dire 15% du PIB, 15 ou 17% du PIB, soit 56 milliards d'euros. Si on active cela, vous voyez aujourd'hui que le gouverneur de la Banque centrale demande déjà qu'on refinance la banque à hauteur de 10 milliards, pour être sûr, dit-il, qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Si ce montage pète, en faveur d'ailleurs fortement de la France, le montage en question. Si ce montage pète, nous sommes pauvres, définitivement pauvres, et nous sommes des Grecs. C'est bien, moi j'aime beaucoup la démocratie grecque, je suis plutôt gréco-latin que judéo-chrétien, mais comment dirais-je, nous serons dans une situation sociale et économique absolument catastrophique. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire entendre ce discours. Ne pas faire peur aux gens, ça ne sert à rien de faire peur aux gens, mais en tout cas leur dire, si vous ne prenez pas votre destin en main, eh bien, nous allons dans le mur. Nous allons dans le mur en Europe, nous allons dans le mur en Belgique, et nous allons dans le mur dans les régions. Or, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'offrir une alternative au courant extrémiste européen, à l'extrême droite, à la droite dure. Il vaut mieux que ces gens-là aillent vers des démocrates radicaux que de leur laisser un boulevard en Europe. Or, l'enjeu qui se pose au travers de ce traité, c'est celui de nos enfants. Si ce traité est mis en œuvre tel quel, je le répète, c'est le retrait d'un certain nombre de pays de la zone euro. Ça me semble assez évident, premièrement. Deuxièmement, c'est la fin du modèle social européen. C'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Des pays éclatés, une Europe disloquée et le retour aux guerres. Parce que le nationalisme, comme disait Mitterrand, c'est la guerre. Et donc, si on éclate l'Europe, les risques de tension vont prendre une dimension terrible. Et donc, nous devons sauver l'Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « Sauver l'Europe ». Ça me semble tout à fait fondamental. Et donc, et j'en termine par là, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que, au-delà de l'aspect partisan du mouvement de gauche, ce qui est bien légitime, on se présente, bon, nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir cette position sur l'échiquier politique, bon, il y a une forme de citoyenneté qui est en train de naître autour de constituante.be. Et ça me réjouit. Donc moi je viens ici, non pas en tant que président ou animateur du mouvement de gauche, mais je viens ici comme député qui défendra la position de la constituante.be au Parlement et qui va essayer de faire un maximum de bruit. Je suis le dernier à défendre cette position. Mon parti, mon ex-parti, va voter non à la Chambre. Il y aura 2 abstentions au Parlement wallon et le reste pour. Donc 3 positions sur un même texte. Ça c'est original. Hein. Bon. Donc je savais un jour que de toute façon ce traité viendrait à l'ordre du jour du Parlement, ce qui m'a conduit naturellement vers la sortie, parce qu'on ne sait pas travailler comme ça. Soit on dit oui, parce qu'on est de droite, soit on dit non, parce qu'on est progressiste, et de gauche et démocrate. Et parce que c'est un traité absolument épouvantable. Raison pour laquelle il faut maintenant vous structurer avec nous, pas au niveau du MG, mais en termes de combat de terrain, d'information, d'action, de citoyenneté, de pédagogie, pour bien expliquer le plus largement possible aux gens qu'il est temps de lever l'étendard de la révolution citoyenne. Et j'en termine là-dessus, mais évidemment, c'est avec plaisir que je peux répondre à vos questions. Juste une chose, beaucoup de gens, moi que mon livre, beaucoup de gens ont indiqué qu'il y avait dans mon chef une volonté de surfer sur l'effet Mélenchon.
Or, dans ce livre que vous avez tous acheté, ça m'étonnerait, dans ce livre, en page 90 ou 80, je ne sais plus, j'en appelle à une révolution citoyenne en Europe, en 2005. En 2005. Mélenchon était toujours au Parti Socialiste à ce moment-là. Donc, je veux dire, nos chemins, simplement, se sont croisés en termes d'analyse politique. Tout a démarré chez Mélenchon sur le traité européen. Il a écrit aussi un livre. Et tout a démarré chez moi sur le traité européen. J'ai aussi écrit un livre. Et donc forcément, nous avons la même vision de la déconstruction européenne et du progrès social, même si, je dois bien l'avouer, on n'est pas d'accord sur tout. Sur un certain nombre de questions de société, on n'est pas d'accord. Mais pas de passe-droit d'assaut, par exemple. Pardon ? Ne laissez pas de passe-droit à l'Assemblée à l'assaut, par exemple. Lui, il le fait. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, il y a d'autres choses, il y a Cuba, des trucs comme ça. Bon, tout ça, c'est discutable. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de réunir les forces de résistance autour de ces disparités économiques et sociales. C'est ça qu'il faut faire. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord sur l'objectif. C'est ça l'objectif. Et c'est le respect de la citoyenneté. Donner la possibilité au peuple, plus que jamais, de venir avec des propositions, d'être écouté et de donner son avis. C'est l'objectif que j'ai déposé et que j'ai proposé plutôt au Parlement wallon il y a 15 jours. Mes amis étaient là, de la constituante.be. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Donc j'ai déposé une motion fouillée demandant un débat et une consultation populaire au minimum en Wallonie. Ils ont déposé ce qu'on appelle une motion pure et simple. La motion pure et simple, c'est pour éviter le débat. Le règlement prévoit que lorsqu'il y a un débat, vous déposez, la majorité dépose une motion pure et simple, il n'y a pas de débat, on passe au point suivant. Et donc, ils étaient là, ils peuvent en témoigner. Il n'y a pas eu de débat. Alors j'ai terminé je me suis abstenu sur mon propre texte, parce que c'était la seule manière de justifier mon abstention, et donc de dire un mot. J'ai terminé mon petit mot en disant que la honte s'abatte sur vous. Voilà.